Paris, des scènes de quasi-guerre civile. Réveillez-vous parce que la France est en train de devenir un pays où la vie et la fête sont devenues aujourd'hui totalement impossibles. Et oui, je pense qu'il y a un lien évidemment avec l'immigration. Alors maintenant, je vous pose et la question. première mesure, madame. Est-ce que vous pensez comme eux? Jouons pas sur les mots. Le premier moyen pour établir la sécurité en France, c'est d'arrêter l'immigration. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Après une nuit de violence à Paris, Jordan Bardella répondait aux questions d'Apolline de Malherbe et autant vous le dire tout de suite, ça a chauffé. Immigration, laxisme, autorité de l'État, 20 minutes d'un échange sans concession. Regardez bien ce qui va suivre. Et bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. Vous êtes le président du Rassemblement National, député européen et candidat bis, je l'appellerai comme ça, à l'élection présidentielle. On va revenir évidemment sur ce qu'il s'est passé après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Nuit de violence à Paris et dans plusieurs villes de France. Le ministre de l'Intérieur annonce ce matin qu'il y a eu 890 interpellations, 45% de plus que l'an dernier. On va revenir évidemment sur ces interpellations, sur ce qu'il s'est passé, sur les quelques jugements qui devraient arriver dès cet après-midi avec les premières comparutions immédiates. Mais je voudrais qu'on se projette, qu'on essaie d'imaginer qu'on est dans un an. Dans un an, même jour, même heure, quasiment. Imaginons le scénario où vous auriez été élu 2 semaines plus tôt que la Ligue des Champions, élu président de la République, vous ou Marine Le Pen. 2 semaines après les élections présidentielles, il y a la finale de la Ligue des Champions. Le PSG, imaginons, est en finale et gagne. Comment est-ce que vous feriez pour que ce soit pas la même chose? Bon, d'abord, très certainement, 2 semaines après le second tour des élections, il aurait été très certainement du rôle du président de la République, puisque la passation n'aurait pas eu lieu, de gérer de tels incidents. Mais d'abord, j'aimerais dire comme... Vous défaussez un peu quand même. Non, je vais vous présenter... Non, je vais peut-être remettre un peu les choses en perspective. Alors imaginons que c'est 3 semaines après. 3 semaines après, c'est vous? Ce qui apparaît pour beaucoup de Français comme une non-réponse de la part de l'État. Parce que moi, je suis comme beaucoup de gens, j'ai été horrifié par les scènes du week-end. Nous avons vu en plein Paris des scènes de quasi-guerre civile. Des commerces ont été pillés, vandalisés, des policiers ont été pris à partie, des journalistes, des abribus ont été cassés, et on a vu un climat et un déferlement de violence auquel nous sommes malheureusement en train de s'habituer et qui ne fait qu'empirer mois après mois, année après année. Et si j'ai accepté votre invitation ce matin, c'est pour lancer un message d'alerte aux Français et leur dire réveillez-vous. Réveillez-vous parce que la France est en train de devenir un pays où la vie et la fête sont devenues aujourd'hui totalement impossibles. Il n'y a plus une seule manifestation liée au football, une seule manifestation sportive. Il n'y a plus de fêtes populaires, de fêtes de village dans notre ruralité, sans que cela dégénère systématiquement et que l'on voit se reproduire des comportements qui sont des comportements de prédateurs et qui sont systématiquement déployés selon le même mode opératoire. On arrive systématiquement, on commence par défier les policiers que l'on considère être une bande rivale. On s'en prend aux forces de sécurité, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers. On détruit tout sur son passage. On casse les commerces, on casse les abris de bus, on brûle des voitures. Et ensuite on pille. Et je dis aux Français, réveillez-vous parce que dans quelques temps, ils casseront la porte des immeubles et ils rentreront dans vos appartements. Si l'État ne reprend pas la main sur sa politique de sécurité, sur sa politique pénale et par-dessus tout sur sa politique migratoire. Parce qu'il y a évidemment un lien, madame, entre notre incapacité depuis 30 ans à maîtriser l'immigration, à assimiler des populations qui sont arrivées dans notre pays et dont beaucoup aujourd'hui sont physiquement en France, mais dont l'âme et dont le cœur est ailleurs et ne ratent jamais une occasion pour exprimer leur mépris à l'égard des institutions, leur haine de la France et pour s'en prendre à des symboles. C'est vrai avec les commerces, c'est vrai avec les voitures de familles modestes qui n'ont que leurs yeux pour pleurer au petit matin. Vous dites ce matin, Jordan Bardella, que ce qu'il s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, c'est un lien avec l'immigration. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de Français qui vous répondent non. Vous voyez, et il y a même des Français issus de l'immigration qui, lorsqu'ils sont arrivés en France, il y a très longtemps, ont fait un effort exigeant pour devenir français, pour respecter les institutions, pour apprendre la langue, pour épouser le roman national. Et il y a aujourd'hui des jeunes qui sont issus de cette immigration, qui ne semblent pas soumis à cet effort et qui ne ratent jamais, encore une fois, une occasion pour exprimer leur rejet des institutions et pour exprimer leur rejet dans notre pays.
Oui, et c'est vrai que c'est bien souvent lié au football, c'est bien souvent lié à certains clubs de foot. Il y a quelques jours, je ne crois pas qu'il y ait eu des incidents de ce type lors de la victoire du RC Lens, lors de la Coupe de France. Lorsqu'il y a des manifestations liées au rugby ou à Roland-Garros, on ne voit pas ce type de scène se produire. Donc le monde ce matin nous regarde effarés. Nous avons perdu notre grandeur, nous avons perdu notre rayonnement et nous sommes désormais en train de perdre la main sur notre propre territoire, dans un pays qui se tribalise et dans lequel il n'y a plus aujourd'hui un seul territoire, madame, plus une seule commune, plus une seule ville, une seule banlieue, un seul village français où on est à l'abri de la violence et de l'insécurité. Donc cette question, elle sera évidemment au cœur de la campagne présidentielle et nous serons toujours, nous, au Rassemblement national avec Marine Le Pen, du côté de la protection des Français, de la tolérance zéro et de la sanction avec les délinquants et les criminels qui pourrissent la vie des honnêtes gens. Il y a énormément de choses dans tout ce que vous venez de dire. C'est une sorte de long plaidoyer. On va s'arrêter sur votre tolérance zéro, sur les conséquences. Je vous reposerai quand même la question parce qu'à un moment ou à un autre, si vous venez au pouvoir, il faut pouvoir assumer ce que vous dites. Et donc, quand je vous dis 2 semaines après, il y a potentiellement le même scénario. Comment on change mais vous dites, il y a un rapport avec l'immigration. Est-ce que vous dites comme Éric Zemmour, vous avez peut-être entendu ses propos ce week-end, il dit « Les violences d'hier n'ont rien à voir avec le foot, elles sont les premiers symptômes d'une guérilla de civilisation ». Nous avons vu à l'évidence des scènes de guerre civile. Je vois pas bien le rapport entre le football, la victoire d'un club de foot, du Paris Saint-Germain, dont il faut se réjouir et se féliciter, et les drapeaux palestiniens que j'ai pu voir, par exemple. Je ne vois pas bien le lien entre la victoire d'un club de football et la nécessité de mobiliser près de 22 000 policiers, notamment dans l'agglomération parisienne, parce qu'on sait que ces territoires sont fracturés, ils sont fracturés par le communautarisme, ils seront fracturés par la présence autour de Paris de nombreux quartiers sensibles. Souvenez-vous de cette finale en 2022 entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France, où on a vu des razzias de jeunes qui sont descendus des cités pour piller les supporters, pour piller les supporters britanniques notamment, pour casser, pour vandaliser et pour piller. Donc pour vous, ce sont les mêmes. Vous avez dit comportements de prédateurs, bien sûr. Vous avez dit tout à l'heure, je voudrais réveiller les Français parce que demain, ils viendront fracasser les portes de vos immeubles, ils rentreront dans les immeubles. C'est qui ils ? Ce sont ces jeunes qui se comportent comme des prédateurs. Ce sont ces jeunes qui bien souvent sont en situation d'échec scolaire, qui expriment régulièrement leur contestation de l'autorité, leur contestation de notre identité, de notre langue, de nos valeurs, de nos policiers. Je vois pas encore une fois bien le rapport entre la victoire d'un club de football et le fait de cibler des forces de police au tir de mortier. Lorsque l'Olympique de Marseille dans les années 90 a remporté la Ligue des Champions, je ne crois pas qu'il y ait eu nécessité de déployer des forces de police pour arrêter des cassages d'abribus ou pour abriter des incendies de voitures. Vous vous mettez à la place, madame, et je sais que vous le faites et que vous donnez régulièrement la parole aux honnêtes gens, mais des Français qui se réveillent le matin, qui travaillent très dur et qui voient leur voiture incendiée. Des gens qui se lèvent très tôt le matin, qui vont bosser et qui en ont ras-le-bol de payer pour les autres, de payer pour ceux qui ne font rien et pour ceux qui cassent tout. Donc, si demain nous sommes à la tête du pays, nous sifflerons la fin de la récréation. Il faut d'abord mettre en place systématiquement le principe du casseur-payeur. Et deuxièmement, nous sommes favorables à la suppression des allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes, parce qu'il y en a assez que les gens qui travaillent, que les gens qui bossent et qui se lèvent le matin soient contraints de payer pour ceux qui cassent tout. C'est insupportable. Et casseur-payeur, à titre personnel, allocation. comme beaucoup de Français, insupportable de voir la 7e puissance économique mondiale être tenue en échec par des hordes de prédateurs. Jordan Bardella, vous avez vu les mots de Geert Wilders, le néerlandais, les mots d'Alice Wider, qui est à la tête de l'AfD en Allemagne. Geert Wilders, il dit, avec des images de ce qu'il s'est passé samedi soir, arrêtez-les et déportez-les tous. Alice Wider, elle dit remigration. Est-ce que vous vous sentez proche de cette analyse-là ? Non, moi je me sens proche de l'analyse qui consiste d'abord à faire preuve de la tolérance zéro à l'égard de ce type de comportement. Oui, mais vous avez parlé de migration. Je l'ai dit. Oui, je pense qu'il y a un lien évidemment avec l'immigration. Alors maintenant, je vous pose la question. Première mesure, madame. Est-ce que au fond, vous pensez comme eux ? Jouons pas sur les mots. Le premier moyen pour établir la sécurité en France, c'est d'arrêter l'immigration.
Voyez. Mais vous n'allez pas renvoyer chez eux des gens qui sont là depuis 2 générations, une génération? Alors, non, mais en revanche, nous allons expulser systématiquement les délinquants et criminels étrangers. Deuxièmement, si on n'arrête pas les flux, on ne peut pas relancer la politique d'assimilation. Ils sont nés en France, hein. La plupart sont nés en France. Oui, mais le savent-ils? Ils ont été élevés en France. Oui, mais le problème, c'est qu'on a fait venir dans notre pays, et c'est le problème de l'effondrement de l'école, de l'effondrement de notre système culturel, de notre politique d'assimilation. Est-ce que vous condamnez les propos d'Alice Weidel qui dit remigration? Alice Weidel est une députée allemande. Donc, je vais pas me mettre Vous avez déjeuné avec elle? Condamner. Oui, enfin, l'AfD, parce qu'elle est la présidente d'un parti politique allemand qui s'appelle l'AfD, ne siège pas dans le groupe du Rassemblement national au Parlement européen. Mais donc, vous avez déjeuné avec elle? Oui, j'ai déjeuné avec elle il y a peut-être 2 ans. 3 ans. Oui, c'est ça. 2 ans, me semble-t-il. Oui. Geert Wilders, vous vous êtes retrouvé avec lui à un rassemblement des patriotes à Milan. Donc, vous pensez que, vous pensez qu'avec ce qu'on vient de vivre ce week-end, le sujet, c'est d'aller observer les déclarations de responsables politiques allemands au Pays. Jusqu'où vous allez dans la logique, puisque vous dites, c'est un problème, je l'entends parfaitement, hein, vous dites, vous l'avez exprimé, c'est un problème qui est lié à l'immigration. Absolument. Maintenant, je vous pose la question, c'est un problème lié à l'immigration, mais les jeunes, la plupart de ceux qui ont été arrêtés, ils sont de nationalité française. Absolument. Ils sont nés en France. Absolument. Mais il y a un lien évident avec l'immigration. Et c'est la raison pour laquelle je vous explique depuis quelques minutes que nous avons un problème avec notre politique d'assimilation. Donc c'est très simple. Ceux qui sont étrangers, qui commettent des crimes ou des délits seront expulsés. Ceux qui sont français devront se confronter à un système pénal qui aura été remis en ordre et qui fera preuve de la fermeté la plus totale. Donc nous allons rétablir, madame, des peines planchées. Lorsque vous vous en prenez par exemple à un policier, que vous attentez à l'intégrité physique de la personne qui doit retrouver un caractère sacré dans le droit français, il ne sera plus possible d'aménager les peines. Il y a des peines maximales dans le droit français, il doit donc exister des peines minimales et nous les mettrons en œuvre à compter du printemps 2027 si nous arrivons à la tête du pays. Deuxièmement, nous devons développer des lieux d'incarcération pour les mineurs. Une grande partie de cette délinquance est liée à notre impuissance totale à l'égard de la délinquance des mineurs depuis trop longtemps. Donc si demain nous sommes en capacité de diriger le pays, nous développerons des lieux d'incarcération pour les mineurs. Il y a aujourd'hui une 50aine de centres éducatifs fermés qui sont en nombre dérisoire et sur le modèle des pays d'Europe du Nord, nous développerons des peines courtes, applicables immédiatement, dont la récidive entraînera une multiplication. Parmi les personnes interpellées, il y en a une partie qui sont mineures, mais pas tant que ça. Et ces mineurs de l'an dernier, par exemple, ont pris pour la plupart, en effet, plutôt des avertissements que c'est une peine, mais qui sont pas forcément des peines d'emprisonnement à proprement parler. Je pense que les peines de privation de liberté doivent être systématiques parce que quand on s'en prend à un policier, qu'on tire au mortier sur un fonctionnaire de la République française, quand on détruit un abribus, quand on pille des magasins comme ça a été le cas samedi soir sur les Champs-Élysées, quand on chahute en meute des supporters anglais et que ces images font le tour du monde, comprenez bien que quand vous avez en face de vous un État qui non seulement ne fait plus peur, est incapable de soutenir ce qui protège la population française, mais qui en plus vous applique un avertissement, alors le caractère dissuasif n'existe pas. Donc il faut revenir à un caractère dissuasif de la peine. 890 interpellations. Laurent Nunez dit la situation était globalement sous contrôle. Heureusement alors, qu'est-ce que ça aurait été si la situation n'avait pas été sous contrôle? Voyez bien que, madame, quand on a des représentants de la République française et des députés qui sont proches de monsieur Macron ou de monsieur Attal, et je pense à Carl Olive, qui monte sur une voiture, sur un capot de voiture avec des jeunes. Il a reconnu a posteriori que c'était assez puéril et que c'était la voiture, dit-il, d'un de ses amis. Le symbole et l'appel d'air qui est lancé. Quand vous avez des députés de la France Insoumise, j'ai entendu madame Clémence Guettet, députée de la France Insoumise proche de monsieur Mélenchon, qui, dans un tweet, appelle les forces de police à quelques heures des incidents que nous avons vécus. Elle accuse la police d'avoir, je cite, chargé des gens qui ne commettaient aucun débordement. Voilà. Mais comment vous pouvez vous étonner derrière que des jeunes qui voient ces symboles de la République française se fourvoyer dans la violence, dans l'incitation à l'insurrection et au désordre, comment peuvent-ils ensuite prendre ces gens-là comme modèle et comprendre qu'ils doivent se tenir à carreau? Donc, nous allons profondément changer la doctrine, non seulement de la sécurité en France, mais changer précisément la doctrine pénale. Et on a bien vu l'aperçu samedi soir dans les rues de Paris de la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon. La France du tous contre tous, de l'insurrection et peut-être demain de la guerre civile. Pour vous, c'est une France qui vote à LFI, celle qui était dans la rue? À mon avis, elle ne vote pas pour le Rassemblement national, ça je peux vous l'assurer, oui. En revanche, ceux qui ont vu leur véhicule brûlé
et leur commerce cassé, très certainement ont beaucoup plus de sympathie pour moi et pour Marine Le Pen qu'ils n'en ont pour Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit, Jordan Bardella, on en a ras-le-bol. Le mot, il a été aussi prononcé par le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit « ras-le-bol, c'est fini, je ne veux pas qu'on s'habitue à ça, on n'en veut plus ». C'est dommage qu'il ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle pour nous éclairer de ses analyses sécuritaires et de la fermeté qui est aujourd'hui attendue par les Français. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 10 ans que l'insécurité explose. Ça fait 10 ans que la politique d'immigration dans notre pays est hors de contrôle. Je me rappelle d'un président de la République qui, à vos confrères de Brut, il y a quelques années, parlait de violences policières en épousant les thèses de l'extrême gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Je me souviens d'un ministre de l'Intérieur, monsieur Castaner, qui indiquait qu'il fallait poser un genou à terre devant tout ce que notre pays comptait de mouvances anti-flics et de mouvances d'ultra-gauche. Donc, vous voyez bien que c'est un changement de mentalité. Donc, si demain nous sommes à la tête du pays, non seulement nous mettrons en place une politique sécuritaire et une politique pénale qui protégera les Français, qui mettra hors d'état de nuire les prédateurs, les mineurs, les majeurs, mais d'abord et avant tout les récidivistes, et surtout nous reprendrons la main sur l'école, parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'école n'est plus capable de fabriquer des citoyens éclairés, capables d'aimer le pays, de partager le roman national. Je pense qu'il faut totalement changer. Je veux dire, les profs sont là, ils seront encore là. Encore faut-il qu'ils soient soutenus. Vous voyez, par exemple, dans le choc d'autorité que nous proposons à l'école, nous souhaitons bannir l'usage des téléphones portables au collège, mais aussi au lycée. Nous souhaitons rendre le vouvoiement obligatoire. Nous souhaitons, par exemple, qu'il puisse y avoir une tenue uniforme à l'école. Une tenue unique, ça veut pas dire un uniforme forcément dégradant. Ça n'a pas totalement fait ses preuves. Vous l'avez vu, il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu des tests qui ont été faits. Perpignan, qui est dirigé par Louis Alliot, s'est porté volontaire pour précisément expérimenter cette tenue. Je pense que d'avoir une tenue unique qui bannissent les différences sociales entre les élèves, qui permettent de recréer du commun. On manque de structure. Pour vous, tout se tient. On manque de politique qui recrée du commun. Et ce n'est pas une mesure qui va permettre de soigner la situation. Mais je dis aux Français, réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Et dans quelques mois, lors de l'élection présidentielle, il n'y a que 2 possibilités qui vont s'offrir à vous. Soit continuer comme avant, continuer avec les mêmes, continuer avec des gens qui ferment les yeux sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays et dans tous nos territoires, ou alors voter pour des gens qui ont l'intuition et qui, au fond d'eux-mêmes, le sentiment que le pronostic vital de la France est engagé. Maintenant, je vous pose la question de l'efficacité de vos mesures. Encore une fois, imaginons, vous êtes élu, il y a la Ligue des Champions. Est-ce que vous en venez presque à espérer que le PSG ne gagne pas une 3e fois? De toute manière, qu'il gagne ou qu'il perde, une grande partie des supporters casse quand même. Et je pense que tout le monde a une responsabilité, que le Paris Saint-Germain a une responsabilité, que la direction du Paris Saint-Germain et du club de foot a aussi une responsabilité et doit nécessairement, madame, à chaque fois qu'il y a des manifestations de ce type, appeler l'ensemble des supporters au calme, à la retenue et à la responsabilité. Même si les joueurs ont dit il faut être sage, soyez sage en fêtant la victoire. Vous avez entendu Nasser qui lui aussi a dit qu'il condamnait, et les joueurs ont applaudi Emmanuel Macron lorsqu'il a dit qu'il condamnait les violences. Ça vous suffit pas? Ils ont eu raison de le faire. Mais il faut distinguer ce qui relève de des festivités, ce qui relève de la fête et ce qui relève de cette victoire dont beaucoup de Français se réjouissent. Je vous repose la question de l'efficacité. On est en train de s'habituer à l'irrémédiable, et donc il va falloir muscler les dispositifs de maintien de l'ordre dans ce type d'événement. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce qu'on développe la reconnaissance faciale pour favoriser l'identification des perturbateurs et des prédateurs. Bruno Retailleau y est favorable aussi. Je pense qu'une majorité de Français est favorable à toutes les mesures qui permettront de renforcer la sécurité. Donc reconnaissance faciale. Il faut que la politique pénale suive. Il faut réformer totalement notre politique pénale et faire en sorte que, lors de ce type d'incident, l'avertissement ne soit pas la norme et la mesure privative de liberté, l'exception, mais que ce soit l'inverse. Et enfin, il faut reprendre la main sur notre politique d'immigration avant qu'il ne soit trop tard. Quand vous dites les casseurs payent et éventuellement une suspension des allocations pour ceux qui auraient commis des méfaits, vous faites comment? Gabriel Attal, il dit aussi, tu casses, tu payes. Eh bien, je vais systématiser un principe qui existe aujourd'hui dans la loi et qui est malheureusement trop peu utilisé, qui veut que lorsque par exemple, vous détruisez un abribus, le fait de devoir payer cet abribus en retour n'est pas systématique. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Bruno Retailleau parle du rétablissement d'une responsabilité financière solidaire. Si le mineur ne peut pas payer, existait jusqu'en 1981. Alors ce sont les parents qui paieront, et ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut aussi, lorsqu'il y a des carences éducatives qui sont manifestes, mieux responsabiliser les parents. Moi, je pose une question très simple. Sur les vidéos que nous avons vues circuler, vers minuit, 1h du matin, on a vu beaucoup de mineurs dans les rues de Paris, cassés et s'en prendre aux policiers. Ils sont où, les parents?
que font les parents. Donc il faut évidemment mieux responsabiliser les parents. Et si demain je suis chef du gouvernement, je donnerai instruction au préfet pour que les allocations familiales soient systématiquement suspendues en cas de récidive. Vous voyez bien que c'est toute une philosophie qu'il faut changer. Et que lorsque nous avons deux candidats à l'élection présidentielle, qui sont les héritiers d'Emmanuel Macron, Monsieur Édouard Philippe et Monsieur Macron, qui n'ont pas eu Monsieur Attal, le lapsus, Macron Junior, qui n'ont pas eu un seul mot, madame. Il n'y a pas une seule déclaration de leur part sur les violences. Eh bien, permettez-moi de vous dire que si ces deux personnalités devaient se retrouver au pouvoir dans quelques mois, dans la continuité d'Emmanuel Macron, eh bien, ça promet.